Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à l'axe 2 sur les enjeux diplomatiques et les coopérations. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux frontières majeures, l'espace et les océans. Oui, deux immensités qui sont à la fois des lieux de coopération exceptionnels, mais aussi, de plus en plus, des terrains de rivalité. Tout à fait. Et la problématique qui va nous guider est la suivante. Comment répondre aux enjeux géopolitiques de la découverte et de l'exploitation de l'espace et des océans? Très clair. Pour y répondre, on vous propose un plan en deux temps. D'abord, on verra la coopération pour la recherche, avec l'exemple de la station spatiale. Et dans un second temps, nous aborderons les rivalités et les coopérations autour du partage, de l'exploitation et de la préservation des mers et des océans. Parfait. Alors, commençons par l'espace. C'est assez paradoxal, mais la coopération spatiale, elle est née en pleine guerre froide. Oui, juste après le choc du premier satellite, Sputnik, en 1957. Dès 1958, l'ONU a créé un comité pour garantir un usage pacifique de l'espace. Et ça a mené au fameux traité de l'espace de 1967. Exactement. Ce traité, c'est la pierre angulaire. Il pose un principe fondamental. L'espace est un bien commun de l'humanité. Il n'appartient à personne et tout le monde peut l'explorer. Et après la guerre froide, cette coopération a pris une forme très concrète. La Station spatiale internationale, l'ISS. Mhm. L'ISS, c'est vraiment le symbole de cette ère post-guerre froide. C'est un projet lancé par les États-Unis en 1984 avec leurs alliés. Rejoint par la Russie en 1993. C'est ça, hein. Il y avait une volonté politique très forte de sceller la réconciliation. Et puis, il faut le dire, une nécessité économique et technique. L'exploration spatiale coûte extrêmement cher. Mais ce modèle semble un peu à bout de souffle aujourd'hui. L'ISS va être désorbité avant 2030. Et surtout, on parle énormément du New Space, Ah oui, le New Space, ça change complètement la donne. c'est-à-dire. Ce sont des acteurs privés, comme SpaceX par exemple, qui lancent leurs propres projets. On est passé de quelques milliers de satellites à plus de 10 000 en quelques années à peine. On assiste à une sorte de privatisation de l'orbite terrestre. Et c'est exactement ça. Et les conséquences sont déjà là. Des risques de collision, une augmentation massive des débris spatiaux, de la pollution lumineuse. Un Far West spatial en somme. C'est un peu l'idée, oui. Il y a un besoin urgent de nouvelles régulations internationales pour gérer ce trafic qui devient complètement fou. Cette tension entre un bien commun et des appétits privés, ça fait une transition parfaite vers notre deuxième partie, les océans. Tout à fait. Le parallèle est frappant. Quand on a pris conscience des ressources immenses des océans, ça a déclenché une course à l'appropriation. Et là aussi, l'ONU est intervenue. Oui, avec la Convention de Montego Bay en 1982. On l'appelle souvent la Constitution des océans. Elle essaie de mettre de l'ordre. En définissant des zones, c'est ça? Voilà. Pour simplifier, il y a la mer territoriale, qui est la continuité de l'État, puis la zone économique exclusive, qui s'étend jusqu'à 200 000 des côtes. C'est dans cette zone que l'État côtier a le droit exclusif d'exploiter les ressources. C'est ça, la pêche, le pétrole, le gaz. Et au-delà de cette zone, c'est la haute mer, qui est en principe un espace international partagé. Mais même avec ces règles, les tensions sont fortes. L'exemple de l'île Tromelin est assez parlant. Ah oui, c'est un cas d'école. Tromelin, c'est à peine 1 km², un confetti dans l'océan Indien. Mais ce confetti donne à la France une zone économique exclusive de 280 000 km². On comprend mieux pourquoi l'île Maurice la revendique. Bien sûr. Et au-delà de ces rivalités, il y a l'enjeu de la préservation. On entend parler de surpêche, d'exploitation minière des fonds marins. Oui, la pression sur les écosystèmes est énorme. Mais la prise de conscience progresse. La surface des aires marines protégées a beaucoup augmenté. Avec un objectif de 30% des océans protégés d'ici 2030. C'est l'objectif, oui. Et l'avancée majeure, c'est le traité sur la haute mer qui a été adopté en 2023. Qu'est-ce qu'il change concrètement? Pour la première fois, il donne les outils pour créer des aires marines protégées dans les eaux internationales, cette fameuse haute mer qui représente presque 2 tiers des océans. C'est un espoir immense. Bien. Si on devait conclure et synthétiser pour nos révisions, que retenir de la première partie sur l'espace? Alors, pour l'espace, il faut retenir que la coopération, bien symbolisée par l'ISS, est un succès hérité de la fin de la guerre froide. Mais elle est aujourd'hui défiée par la montée en puissance d'acteurs privés, le New Space, qui impose de créer de nouvelles règles du jeu.
Et pour les océans? Pour les océans, le droit de la mer fournit un cadre pour gérer les rivalités, mais les convoitises pour les ressources restent très fortes. L'enjeu central est donc de trouver un équilibre entre l'exploitation économique et la préservation de la biodiversité, ce qu'incarne justement ce nouveau traité sur la haute mer. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions. À bientôt!